Réseaux sociaux, tout le monde est devenu critique. Oui. Moi, je lis beaucoup un site qui s'appelle Sens Critique. Bon, on voit bien que n'importe quel Gugus peut faire de la critique de livres ou de la critique de cinéma. Donc ça, c'est affreux. Vive le bénévolat. C'est affreux. Qui est le meilleur écrivain français vivant? Alors, franchement, moi. Ah, ça fait plaisir. Bonsoir les amis de la littérature et du luxe, bienvenue chez La Pérouse pour une nouvelle conversation avec cette semaine Jean-Christophe Granger. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. Donc ce livre, Je suis né du diable aux éditions Albin Michel, c'est votre 20e livre et le plus émouvant. Vous êtes un auteur de romans policiers, gothiques, noirs, ultra-violents, Les Rivières pourpres en 98, vous avez été adapté 7 fois au cinéma, et il y a 2 ans. Je vous ai reçu pour Rouge Karma, c'était en 2023, et vous m'avez raconté votre enfance. Et ce jour-là, je vous ai suggéré d'écrire un livre sur ce sujet. Absolument. Et vous m'avez obéi. Absolument, parce que vos désirs sont des ordres, et j'ai tout de suite pris ma plume et je m'y suis mis aussitôt. Donc, je suis né du diable, c'est votre premier texte autobiographique. Et c'est vrai que, bon, alors, c'est pas très original par rapport aux 400 autres livres de la rentrée autobiographique, mais pour vous, c'est une nouveauté. Qu'est-ce qu'il y a eu est-ce que c'est plus difficile que construire un thriller à suspense? Alors, ça, je me permets d'insister sur ce fait, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Parce que on peut vraiment pas comparer un récit où j'ai écrit finalement dans sa chronologie des événements terribles qui se sont déroulés et où j'ai pris tout de même la peine de m'identifier à ma mère et à ma grand-mère qui ont vécu ces événements, qui ont lutté contre mon père qui était maléfique. Mais on ne peut pas comparer ce travail-là avec le travail de structure, d'invention de personnages, d'invention d'histoire, d'univers qui préside à un roman. C'est quand même, moi je l'ai écrit d'abord beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. À chaque fois que je commence un nouveau roman, que je dois mettre en place un univers et même un langage, pour chaque histoire, il y a un langage particulier. C'est quand même un autre boulot. Vous dites, page 19, « Il est temps d'admettre l'essentiel. Mon père n'était ni un mauvais père, ni un mari violent. Il était purement et simplement le diable. » Oui, il faut insister sur ce fait que là, je vais pas raconter une histoire de, disons, de divorce qui se passe mal, de violence domestique ou d'un couple qui a des difficultés. On a affaire à un vrai personnage psychotique qui a torturé, alors, disons, 3 ans, ma mère psychologiquement et physiquement. Et tout ça se passait au moment de ma naissance. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de raconter cette naissance et sans doute les traumatismes que j'ai ressentis sans m'en souvenir aujourd'hui, inconsciemment, et qui sont déversés dans tous mes livres, parce que finalement mes livres, c'est exactement cette histoire à chaque fois. Quand on se demandait pourquoi Jean-Christophe Granger écrit toutes ces horreurs, maintenant on a l'explication. Le livre est comment dirais-je, écrit pour ça, c'est-à-dire on m'a tellement souvent posé cette question, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vient des idées pareilles que j'ai dû me tourner vers mon enfance, et puis il y avait cette zone d'ombre que j'ai creusée, et là j'ai découvert qu'il y avait en effet quelque chose de terrible. Alors, je lis. C'est là-dessus exactement. Dans mon premier roman, Le vol des cigognes, l'assassin est le géniteur du héros, cherchant à lui arracher le cœur pour le greffer dans le corps de son autre fils. Ça commence bien. Dans le suivant, Les Rivières pourpres, le village où se déroule l'intrigue est en réalité un élevage où des hommes, en vue de créer une race supérieure, échangent des bébés à la maternité et contrôlent plus tard leur mariage. Des pères encore, mais de substitution. En 30 ans, je n'ai jamais changé de ligne, toujours des problèmes d'origine, des géniteurs maléfiques. C'est ma came, comme on dit. Et même c'est ma peau. Au fond, tous ces bouquins sont des autobiographies détournées. Aujourd'hui, j'essaie d'écrire la bonne, la vraie, l'histoire qui s'est déroulée sous mes yeux, effarés, de gamins meurtris. Ce livre est mon solde de tout compte. Voilà, merci beaucoup. Donc oui, c'est quand même. Alors là, c'est assez incroyable parce que ça, je ne vois pas de précédent. C'est-à-dire, je ne vois pas dans le monde du polar ou du thriller quelqu'un qui, tout d'un coup, nous donne le mode d'emploi, le rosebud de son œuvre. Absolument, c'est le rosebud, c'est le roman initial, c'est le roman que j'avais en moi. Et qui n'est pas un roman, qui est un récit, qui est une histoire vraie, et que j'ai pris la peine tout d'un coup d'écrire, et avant de l'écrire, de faire cette enquête, parce que, il faut quand même le dire, ma mère
ça a été tellement terrible pour elle qu'elle n'a jamais voulu me dire un mot là-dessus. Oui, oui. Donc j'ai grandi dans cette espèce de point d'interrogation permanent. Oui. Alors il y avait des bribes qui s'échappaient. Ma grand-mère, elle en avait tellement sur l'estomac que bon, elle me racontait un épisode. Les épisodes étaient à chaque fois effarants. Oui. Et j'ai toujours grandi dans cette idée, bon bah mon père est dangereux, mon père est le diable. Je ne le connais pas, je l'ai jamais vu. Finalement, il est mort pendant mon adolescence. Et c'est la première fois. Vous l'avez jamais rencontré ? Jamais rencontré. Et c'est la première fois que ma mère m'a parlé de mon père, c'était pour me dire qu'il était mort. Ouais. Donc finalement, le dossier a été aussitôt ouvert et refermé. Et bon, je le raconte dans mon livre, mais quand j'ai fait une dépression vers l'âge de 45 ans, ma psychiatre m'a tout de suite dit, mais là, vous avez un vrai problème dans votre enfance, dans votre origine, c'est ça qu'il faut percer comme abcès, vous devez en parler à votre mère. Une nouvelle fois, elle a refusé de me raconter, et elle m'a dit, tout ce que je peux faire, c'est te donner le dossier du divorce. Dans lequel il y a plein de témoignages et tu comprendras mieux l'histoire. J'ai pris ce dossier, les mains un peu tremblantes, j'ai ouvert et la première pièce que j'ai vue, c'est cet article de presse qui raconte l'épisode que je raconte au début du livre, qui est une scène d'ouverture inouïe, absolument terrifiante, qui est une scène qu'on dirait issue d'un de mes romans. Oui, c'est vrai. On est dans le monde de la fiction exacerbée. C'est une jeune femme qui attend son bus porte de Vincennes. En 1963. En 1963, donc on imagine la scène, elle a des petits cheveux courts, elle a sa petite robe toute droite, et une camionnette s'arrête avec 3 hommes cagoulés qui l'enlèvent, elle hurle, ils la mettent dans la fourgonnette et ils partent à fond au cimetière de Saint-Mandé. Ils la traînent par terre pour l'enterrer vivante, donc dans une tombe qu'ils ont décellée. Elle arrive à s'en sortir, et comme je dis dans mon livre, avec ce sens des formules qui me caractérise, la jeune femme qu'on vient d'enlever, c'est ma mère, et le chef des cagoulés, c'est mon père. Donc on n'est pas du tout dans une dispute classique. Non, c'est une tentative de meurtre, et vous avez à l'époque 2 ans. Oui. Et elle, 25. Exactement, à peu près, oui. Ouais. Et donc, ce sont des choses qui se sont passées, c'est ça qui m'intéresse dans ce livre, qu'on m'a évidemment pas raconté, mais que j'ai pressenti et que j'ai capté d'une certaine façon avec un espèce de 6e sens des enfants, inconsciemment. Et ce qui est intéressant, c'est que dans mes livres, j'ai pas raconté exactement ces épisodes-là, mais c'est ce genre d'histoire que je raconte. Ah bah oui, bien sûr, oui. Et là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous êtes quand même vous avez un art du storytelling, vous placez au début du livre cette scène très très choquante pour quand même nous appâter. Et c'est là qu'on voit que c'est pas seulement Granger nous raconte sa confession intime, c'est que ça reste du Granger. Alors voilà, c'est ce que je voulais faire. Oui. Quand on me demande pourquoi aujourd'hui écrire cette histoire, c'est parce que, grâce à vous, j'ai compris qu'en vous racontant quelques épisodes, j'avais matière à un vrai Vous avez vu mes yeux écarquillés? Ah non, mais vous me l'avez dit même. Là, il y a matière à un vrai livre, à un livre, disons, entre guillemets, d'autofiction, mais où il se passera des trucs pour une fois. Ah oui, c'est vrai, oui. Voilà. Contrairement au prix Goncourt. Voilà. Tout à fait. Et donc, dans ce cas-là, moi, je me suis dit, je vais raconter cette histoire, mais entre guillemets, j'ai amené ma trousse à outils, c'est-à-dire les outils de Granger. Et par exemple, j'ai pris la peine de m'identifier à ma mère, à ma grand-mère, pour parler en leur nom et en m'identifiant comme je m'identifie dans mes thrillers à mes personnages, pour qu'on vive cette histoire terrible, mais de l'intérieur. Pas avec cette distance du type qui raconte une histoire lointaine, etc. Oui, donc scène d'ouverture hallucinante, et puis juste après, vous parlez à la première personne, et vous êtes votre mère. Donc vous êtes comme Anthony Perkins dans Psychose, qui se met les vêtements de sa mère morte. Sauf que votre mère est vivante. Exactement. Non, mais alors, ça aussi, c'est une chose qu'on m'a demandé. J'ai pas eu beaucoup de problèmes à m'identifier à ma mère, à m'identifier à ma grand-mère, parce que j'ai l'habitude à travers mes romans. Mais finalement, dans ce cadre-là, c'était des personnages et je devais me mettre dans leur peau. Et donc, quand on les cueille au début du livre, c'est au moment où ma mère décide, avec l'aide de sa mère, donc ma grand-mère, de se marier, parce qu'elle est déjà enceinte et qu'à l'époque, il n'y avait pas le choix quand on était enceinte. Et elles vont prendre cette décision, la peur au ventre, parce que
Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ce type. Au départ, ce type est le prince charmant façon 60s. Ouais. Il a sa décapotable, il a son petit costume noir. Il est fils d'une grande famille. Il est étudiant en médecine. Il a tout pour lui. Et puis, elle a déjà vu, ma mère, qu'il y avait des choses qui collaient pas, des fêlures. Et elle prie pour que ces choses-là ne s'enveniment pas. Ouais, et ce qui va être évidemment absolument le contraire. Et en fait, c'est un pervers narcissique, ultra jaloux, très possessif et en même temps infidèle, alcoolique. Il a l'alcool agressif, en fait. Il a l'alcool très violent. Il a l'alcool méchant et il a ce truc oui, je parle du film Gaslight qui raconte cette même histoire, de processus de destruction d'un homme qui, par tous les moyens, qui soit violent, ou parfois, c'est ce que je raconte, il fait semblant d'être bienveillant, et puis il fait semblant de penser qu'elle est malade, des nerfs, donc il l'abrutit de médicaments, et ma mère, pendant sa grossesse, va évoluer dans un semi-monde de médicaments abrutissants, et un semi-monde nocturne, parce qu'il la traîne dans les pires bars de la capitale, pendant qu'elle est enceinte, il l'oblige à boire, et elle va partager son temps comme ça, entre deux températures qui font qu'au moment de ma naissance, elle comprend plus du tout ce qui se passe. Oui. Donc, parlons un peu de votre père, Jean-Claude Granger, que vous n'avez pas connu. Mon but, c'est pas de vous faire pleurer, mais c'était quand même, ça ressemble beaucoup à Jean-Claude Roman. C'est-à-dire que c'est un faux médecin, comme lui. Il fait croire qu'il est médecin, qu'il a passé ses diplômes, mais il l'a pas fait. C'est le même prénom, Jean-Claude. Et au fond, vous avez peut-être échappé à la mort de peu, parce que Jean-Claude Roman, il a fini par tuer toute sa famille, femme et enfants. Alors, mon père était différent dans le sens où il vivait dans un mensonge, c'est vrai, mais il était beaucoup, beaucoup plus agressif, c'est-à-dire il n'essayait pas de jouer un rôle par ailleurs, il était vraiment très 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 méchant avec ma mère, il la torturait physiquement, moralement, et il torturait tout le monde d'ailleurs, parce que pour avoir des informations sur cette famille que j'ai jamais connue, la famille de mon père, j'ai été retrouvé au fin fond de la Virginie occidentale, aux États-Unis, sa petite sœur, qui elle-même a fui à 17 ans, parce que c'était invivable de vivre avec lui, parce que après le divorce de ma mère, il est revenu chez ses parents, donc où il y avait cette jeune fille, et elle m'a raconté qu'il l'étranglait dans la nuit ou qu'il la menaçait avec une arme quand elle faisait ses devoirs. Enfin, c'était lui-même avait été menacé avec un couteau par son propre père, donc lui-même était aussi. C'est une famille c'est une réaction ultra en chaîne. Toxique et dysfonctionnelle, comme on dit aujourd'hui. Moi, c'est ma théorie, si vous voulez, que, comme je dis toujours, tous les enfants malheureux font pas des serial killers, mais tous les serial killers ont été des enfants malheureux. Ça, c'est évident. Donc, on peut s'en sortir, mais la fracture de l'enfance, ça peut donner vraiment des monstres. Alors, lui, c'est un peu ça qui s'est passé. Ça reste quand même assez mystérieux parce qu'il était à ce point maléfique qu'on voudrait qu'il ait eu un traumatisme terrible. Il n'a pas vraiment eu ça. Mais ce qui est important à dire, parce que c'est ce que je développe dans le livre et ce qui est très proche de mes propres livres, c'était une sorte de diamant noir. C'est-à-dire que rien n'était positif chez lui. C'est-à-dire qu'il y a un détail qui m'a beaucoup choqué, c'est un truc d'ordre social, mais après ma mère, il a trouvé le moyen de coucher avec sa belle-sœur. Donc, il piétinait aussi l'ordre social, les règles. C'était un Mr. Hyde, c'est-à-dire tout ce qui pouvait apparaître à sa portée de main, il le détruisait d'une façon ou d'une autre. Il y a cette scène complètement atroce où il organise une fête dans l'appartement familial et il enferme votre mère et vous dans la salle de bain pendant 3 jours. Exactement. Pour se bourrer la gueule avec des nanas, des maîtresses. Donc on dirait qu'il prenait un espèce de malin plaisir à moitié, parce que lui-même était malheureux. C'était pas quelqu'un qui jouissait de tout ça quand même. Il avait besoin de drogue, d'alcool pour s'oublier lui-même. Mais il faisait tout de même pour détruire, briser l'idée du bien. Donc en cela, il est intéressant. Et moi, j'ai tendance à le considérer maintenant avec la distance comme un malade. C'était, à mon avis, un type comme ça vivrait aujourd'hui, il serait soigné, interné. Et c'est ça aussi l'erreur qu'a fait son père, c'est-à-dire mon grand-père paternel. Il a jamais voulu entendre parler de psychiatrie. En fait, il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup son fils. Et il essuyait les plâtres, il payait les factures. Mon père a jamais travaillé, donc il a toujours été entretenu par son père. Mais
en même temps, il n'a jamais voulu le soigner comme on le soignerait aujourd'hui, c'est-à-dire avec la psychiatrie, des médicaments, Hôpital etc. Sainte-Anne direct. Direct. Et ça aurait, à mon avis, empêché beaucoup de méfaits, parce que, alors il a été aussi pas mal en prison, parce que c'était le mal absolu. Moi, j'ai revu encore un vieux film de Jean Renoir, là, qui est une adaptation du Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Bon, le personnage, il s'appelle Opal dans le film. Dès qu'il sort dans la rue, il fait le mal. Au fond, quand on lit tous vos livres, est-ce que le message, s'il y en a un, de Jean-Christophe Granger, c'est de dire que le mal est en nous et que c'est à nous de choisir, mais qu'il y a en nous avons le mal. Enfin, c'est ce que dit d'ailleurs la religion chrétienne. Il y a en nous le bien et le mal, et nous devons faire un choix. Et est-ce que c'est pas ça que vous avez toujours écrit? Alors absolument, là, on est monté à l'étage supérieur. Bien sûr, mais c'est parce que vous êtes chez moi. On est dans la métaphysique, là, ça grimpe, y est. On grimpe. Ouais, on monte d'un écran, d'un cran. Tout à fait ce que je pense, c'est-à-dire que je pense, moi je suis catholique, donc j'ai plutôt, comment dire, je penche plutôt pour toute cette version-là de la théologie, mais qu'on a une marge de manœuvre. On a le choix. Et au fond, c'est ce que disait saint Augustin, mais le mal, c'est pas vraiment le mal, c'est un dérapage du bien. Normalement, on devrait être bon, mais comme on a cette marge de manœuvre, cette possibilité de choix, on peut déraper, on peut faire le mal par ignorance, par paresse, Et moi, c'est une question, c'est la question qui est dans tous mes livres. Bien sûr. C'est une question qui me passionne parce que enfant, encore une fois, j'ai découvert la cruauté humaine. Non pas à travers mon père, mais à travers des choses que j'ai pu voir, par exemple Nuit et brouillard, le film d'Alain Resnais qui m'a terrifié quand j'ai vu la vision des camps et tout ça. J'ai dit, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il faut admettre qu'on a ça en nous. Et alors moi, je suis assez freudien comme vision du monde. Je pense vraiment que ce dérapage vers le mal est lié à une frustration, à un manque d'amour. C'est-à-dire qu'encore une fois, si vous avez la bonne dose d'amour enfant, il n'y a pas de raison que vous glissiez dans la mauvaise direction. En revanche, si vous avez une fêlure, une fracture, et qu'on vous a fait du mal enfant, ça vous empoisonne. Non, mais c'est parce que le titre du livre est très religieux. Oui. Je suis né du diable. Oui, parce que je pense que mon père était si maléfique qu'il atteignait une sorte de pureté dans le mal, qui nous fait penser au diable, qui fait penser à une créature qui serait vraiment totalement à rebours des valeurs d'amour chrétiennes, etc. Il était vraiment à rebours. Et c'est ça que je trouve qui fait que justement, peut-être, vos livres, depuis le début, sont pas seulement des enquêtes policières ou des thrillers terrifiants, ce sont des ouvrages de morale. Vous êtes un auteur moral. Je vous remercie beaucoup de me dire ça, parce que justement, c'est ce que je pense, modestement, de mes livres. Parce que si on regarde mes livres, d'une part, on voit que le bien gagne toujours, et que d'autre part, même chez le méchant, même chez l'assassin, toujours dans mes enquêtes, en effet, il faut l'identifier, mais il faut aussi comprendre pourquoi il est méchant. Et quand on comprend pourquoi il est méchant, c'est pas une excuse, mais il y a toujours une raison. On explique pourquoi il y a eu un dérapage, et ce ne sont pas des histoires qui donnent un méchant comme ça qui sort du chapeau, ce sont des histoires qui expliquent que le mal a eu sa propre histoire et qu'on aurait pu l'éviter. C'est ce que dit Aristote, nul n'est méchant volontairement. Exactement. Il y a en nous, il y a des explications, il y a des mystères aussi. Et c'est vrai que, alors peut-être que tous vos livres sont des livres catholiques, au fond. Je suis en train de me dire, il y a le bien, le mal, il y a le diable, et il y a le Christ, je ne sais pas. Souvent, il apparaît, souvent, moi, j'ai fait beaucoup de j'ai traité beaucoup de thèmes religieux. Mais alors, il est certain que jamais j'écrirai un livre où c'est le méchant qui gagne, où c'est le méchant qui s'enfuit et qui est pas puni. Ça, c'est pas du tout dans ma logique. J'ai une logique tout de même on a une marge de manœuvre, on peut faire le mal, mais justement, ceux qui ne le font pas et qui font le bien, ils ont le devoir d'essayer toujours de redresser la barre. C'est cette image de toujours redresser le bateau. On ne va pas faire le jeu devine tes citations parce qu'on l'a fait la dernière fois que vous êtes venu, mais j'ai un nouveau questionnaire. Un nouveau jeu. Un nouveau jeu, c'est le questionnaire de Bègue. Alors, que savez-vous faire que ne sait pas faire ChatGPT ou Gemini ou Claude, les IA? Alors, ce que je sais faire, et ça me fait plaisir que vous me posiez la question, qu'est-ce que vous êtes mieux qu'un robot? Que savent faire des gens comme moi, comme vous, et qui sont des artistes créateurs, c'est-à-dire que on a d'une part un passé, donc des traumatismes et une sensibilité qui a
travailler. Que n'a pas Google. Et que n'a pas Google. Et d'autre part, un cerveau humain, c'est-à-dire une sensibilité humaine qui, alors là, on ne va pas faire encore de la métaphysique, mais une étincelle quasi divine qui nous donne une inspiration. Ouais. Pensez-vous qu'un écrivain doit être gentil? Alors, un écrivain, je ne sais pas, un homme, oui. Oui. Un homme, oui. Oui. Alors, est-ce que, comme on a évoqué tout à l'heure ce sujet, est-ce que moi, j'avais une sorte de patrimoine noir que j'ai totalement exorcisé dans mes livres? Peut-être, mais le résultat, c'est que dans la vie, je suis gentil. Et j'ai toujours trouvé, alors ça aussi c'est une idée un peu chrétienne, mais d'une certaine façon, les méchants sont des faibles. Les gens qui tuent pour jouir, les gens qui disent des méchancetés pour être contents d'eux-mêmes, c'est de la faiblesse. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la hauteur en réalité. J'ai toujours eu cette vision-là. Oui. Ça m'a permis d'encaisser certaines méchancetés la tête haute. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'être écrivain? Est-ce que c'est la solitude, la folie, la pauvreté? Bon, la pauvreté, non, dans votre cas, vous avez beaucoup de succès. Alors, il y a deux choses qui me plaisent. La première chose, et ça c'était quasiment un état d'urgence, c'est ne pas travailler dans un bureau. Oui, parce que vous l'avez un peu fait. Oui, vous dites que vous avez travaillé 1 an. Dans la pub? Oui, c'était pas mon truc. Franchement, alors là, mais quand je dis c'est pas mon truc, on dirait oh bah il avait pas la vocation. Non, c'était quelque chose de quasiment organique. Je pouvais pas aller au bureau, dire bonjour à tout le monde, métro boulot dodo quoi. Et puis dire bonjour à tout le monde, toujours avoir le sourire, assister à des réunions. Alors je veux pas faire le mec fragile, mais c'était au-dessus de mes forces. C'est un monde qui est au-dessus de mes forces. Alors ça c'est une chose une des raisons. Et l'autre raison, alors là je dois le dire, et même en me levant le matin, je me mets à travail, je dois dire que je suis quand même amoureux du mythe de l'écrivain, seul devant sa machine à écrire. C'est quand même ça démiurge. Dieu, c'est vous qui devenez Dieu. C'est ça qui fait rêver tout le monde. Tout de même, on compte plus le nombre de films où le héros est un écrivain, on compte plus le nombre de gens qui veulent être écrivains. À Paris, c'est vrai que ça fait rêver. Vous savez bien que tout le monde écrit. Il y a beaucoup moins de gens qui écrivent pas que de gens qui écrivent. Bon, et c'est donc un mythe. Et j'ai l'impression, à chaque fois que je me mets au boulot le matin, de rejoindre une sorte de mythe, d'être dans une place quand même privilégiée. Que pensez-vous de la critique littéraire? Est-ce que c'est un mal nécessaire? Ils ont été parfois durs avec vous. Alors, la critique littéraire, j'ai une double vision parce que moi, j'ai fait la fac de lettres, donc j'ai connu une critique littéraire très intellectuelle, qui était déjà des œuvres. J'ai connu des gens comme Maurice Blanchot, où leur œuvre de critique est déjà une œuvre. Après, la critique littéraire dans les journées, alors ça, il y a une chose qui m'amuse énormément, parce que c'est valable pour la critique de cinéma, c'est-à-dire que ça semblerait être un métier, et on est critique de cinéma, on est critique de livres, et maintenant, grâce aux réseaux sociaux, tout le monde est devenu critique. Moi, je lis beaucoup un site qui s'appelle Sens Critique. Bon, on voit bien que n'importe quel Gugus peut faire de la critique de livres ou de la critique de cinéma. Donc ça, c'est affreux. Vive le bénévolat. C'est affreux. Quel est votre chef-d'œuvre? Le livre de vous que vous estimez être le meilleur? Ah, alors ça, c'est des goûts personnels, enfin, je veux dire, des choses intimes. Moi, j'aime... le livre que je préfère de moi, c'est La Ligne Noire. C'est l'histoire d'un journaliste de faits divers qui, pour tirer les vers du nez d'un serial killer qui est en prison en Malaisie, se fait passer pour une femme. Alors, comment il y a une sorte d'histoire d'amour, de correspondance amoureuse entre eux. Et grâce à ça, le tueur en série le guide à travers l'Asie du Sud-Est sur les traces de ses propres meurtres. Et j'aime cette histoire parce que j'aime les histoires qui partent sur un... C'est pour ça que j'adore Feydeau, parce que j'aime les histoires qui partent sur un malentendu ou un quiproquo et qui engendrent des situations. Et dans mon livre, alors c'est pas du tout un livre comique, c'est même un de mes livres les plus noirs, mais il y a cet enchaînement qu'on retrouve chez Feydeau, qu'on retrouve chez Francis Weber, où il y a un quiproquo à l'origine qui fait une réaction en chaîne. Ou chez Marivaux, il y a ça, des déguisements des personnages. De situations très très fortes grâce à un malentendu. Qui est le meilleur écrivain français vivant? Alors, franchement, moi. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que les autres,
n'osent pas dire moi. Écoutez, si Régis Geoffrey un peu, mais sinon ils osent franchement, pas. Mais il faut le dire. C'est presque un état psychologique. On est quand obligé, vous passez votre journée à écrire, à transpirer tout seul, à écrire vos trucs, vous êtes quasiment forcé de penser que vous êtes le meilleur et que ce que vous faites est un chef-d'œuvre. Bien sûr. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, comment dirais-je, j'ai jamais vraiment cru aux amitiés artistiques parce que au fond, vous pensez que c'est vous qui avez raison, vous pensez que c'est vous le meilleur, et c'est très difficile de penser que le voisin qui fait exactement le contraire est aussi bon que vous. Aussi, ça non, mais quand même. On peut échanger, vous voyez, on échange on peut là. échanger, mais par exemple... Vous avez envie de me briser ma carrière et réciproquement, mais on arrive quand même à échanger. Non, mais par exemple, j'excuse énormément cette méchanceté qui règne dans les milieux artistiques, alors que ce soit la littérature ou le cinéma, alors là, tout le monde se déteste, parce que c'est tellement dur comme boulot, toute proportion gardée, hein, mais on a tellement peur quand on sort une œuvre, c'est tellement difficile, c'est tellement affligeant d'échouer, par exemple, que c'est normal qu'on souhaite du mal aux autres. C'est un sentiment humain. C'est-à-dire que c'est tellement dur que... Et puis aussi, le fait de dire, bah oui, c'est moi le meilleur, c'est plutôt sain. Je veux dire, aujourd'hui, tous les écrivains font de la fausse modestie. Or, c'est un métier prétentieux. Écoutez, c'est la seule idée. Il faut l'assumer. C'est un métier orgueilleux. Un métier d'orgueil, et c'est la seule idée sur laquelle je serais d'accord avec Céline. Mais Céline le disait, il disait, moi, j'aime aucun autre écrivain. Le seul bon écrivain, c'est moi. Ce qu'il faut faire sur sa page, c'est ce que je fais moi. Et c'est très difficile de dire, celui d'à côté est aussi bon que moi, ou même meilleur. Là, c'est catastrophique. Y a-t-il un livre qui vous a sauvé la vie ? Un livre qui m'a sauvé la vie, et pas un livre qui m'a sauvé la vie, mais un livre qui m'a montré ma vie. Je dirais que c'est le livre de Sébastien Japrisot, qui s'appelle Piège pour Cendrillon, qui à l'époque est passé pour un petit polar des années 60, qui est la perfection du point de vue du polar. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, bon, soit j'arrive à faire ça, ou à m'en approcher, ou à prendre cette route, soit, bon, c'est plus la peine de me développer. C'est vrai qu'on lit. Donc je pense qu'on a tous des livres qui nous ont tellement touchés que c'est quand même ça. Les gens se trompent. Il me semble, des fois, ils pensent que l'inspiration de l'artiste, c'est justement parler au plus grand nombre, d'évoquer des grands thèmes, etc. C'est avant tout de reproduire chez les autres ce qu'on a éprouvé, nous, en lisant un livre. C'est surtout ça, la motivation profonde, c'est de dire, ça m'a fait tellement de bien ce livre, ça m'a tellement touché, je veux faire la même chose et l'offrir aux autres, il me semble. Merci beaucoup Jean-Christophe Granger d'être venu discuter une fois de plus chez La Pérouse. C'est un plaisir à chaque fois. Je vous ordonne de lire Je suis né du diable de Jean-Christophe Granger, c'est aux éditions Albin Michel. Abonnez-vous, critiquez-moi, dites des gros mots ou des gentillesses et n'oubliez pas la nouvelle devise de cette émission, la lecture est à l'esprit, ce que le sport est au corps. Bonsoir. Merci encore. C'est excellent. Mais bien sûr. Mais à tous les mecs qui font de la musculation, je leur dis encore un livre que t'as pas lu. Parce qu'ils passent leur vie à soulever des haltères, on peut faire des choses bien mieux.